Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin donc Henri Guénaud, député UMP des Yvelines. Messieurs, c'est à vous. Gauche et droite en compétition pour une meilleure organisation de la deuxième religion de France. Bienvenue Henri Guénaud, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Elkabbach. Nicolas Sarkozy vous a donc chargé de réfléchir avec Gérald Darmanin à une réforme de l'islam de France. Le ministre des Cultes vient de créer une instance, ou propose de créer une instance de dialogue qui est déjà bien reçue par les Français musulmans. Elle chapeauterait le CFCM créé en 2003 et qui ne représente plus ni les jeunes ni les vieux musulmans de France. En tout cas, Bernard Cazeneuve vous a enlevé, si vous permettez, le halal de la bouche. C'est une plaisanterie, une plaisanterie matinale. Non, il n'a rien enlevé du tout. Le ministre de l'Intérieur fait son travail. Non, il fait son travail. Peut-on considérer que le problème est résolu après les annonces d'hier? D'abord, la question de l'islam telle qu'elle est posée n'est pas seulement une question d'organisation du culte islamique, même si c'est absolument capital. La République, l'État ne peut pas, même sous l'empire de la loi de 1905 et de la séparation de l'Église et de l'État, se désintéresser de l'organisation des cultes. Vous avez remarqué qu'on ne touche pas, dans ce que dit Bernard Cazeneuve, à la loi de 1905 sur la laïcité. Là-dessus, vous êtes d'accord? Je suis d'accord pour considérer que cette loi est un monument qu'on ne peut approcher qu'avec beaucoup de prudence. Peut-être qu'il y aura dans l'avenir quelques ajustements à faire, je n'en sais rien, mais en tout cas, le point de départ ne doit pas être... D'accord, mais on voit du concret. Quand Bernard Cazeneuve dit que les imams devront suivre enfin des formations civiques dans les universités, les aumôniers des prisons et de l'armée devront avoir des diplômes et prêcher de plus en plus en français. Ce qu'il dit, ce qu'il annonce pour les aumôniers des prisons, des armées, c'est très bien, mais pour les autres, il n'y a dans ce qu'il a annoncé aucune obligation. Les autres imams ne devront pas, ils pourront. Dans le schéma proposé par M. Cazeneuve. Est-ce que vous suggérerez que la République paye les imams de France? Non, ça voudrait dire qu'on rentre dans la logique du concordat. Comme en Alsace-Moselle, il n'est pas question, à mes yeux, de proposer que ni les nouveaux lieux de culte, ni les imams soient financés par le contribuable. Je pense que les Français n'y sont absolument pas prêts. Ça veut dire que les mosquées, les imams seront toujours financés soit par les dons des fidèles, en majorité, et surtout par l'argent saoudien, algérien, marocain et turc. Alors, ils le seront autant que possible par les fidèles. Après, vous savez, l'argent de l'étranger, comme on dit, est en définitive d'abord l'argent le plus contrôlable. Les imams qui sont nommés par le Maroc, la Tunisie, la Turquie, etc., sont plus contrôlables que les autres, puisque ce sont les seuls qui appellent une véritable habilitation, puisqu'on peut refuser un permis de séjour. Ça n'est pas bien parce que ça vient du gouvernement et de Bernard Cazeneuve. Soit. Mais qu'est-ce que vous ajouteriez? Je n'ai pas dit ça. Jean-Pierre Elkabbach, le problème est trop compliqué, est trop grave pour être traité comme ça. Moi, je ne dis pas du tout que c'est pas bien parce que ça vient de Bernard Cazeneuve, Qu'est-ce que vous ajouteriez? Je pense que je crois que on ne pourra pas se passer dans l'avenir d'une sorte de labellisation des imams par une structure qui soit une structure appartenante au culte musulman. Mais aujourd'hui, ça n'est pas possible. Il faut donc trouver les moyens pour que ça le soit. Toutes les autres religions se sont organisées ou ont été poussé à s'organiser parce que l'État n'aurait pas eu sans ça le débat est lancé, de possibilité de dialogue. Il est absolument nécessaire. Mais il est nécessaire, encore une fois, vous savez, je vous donne un exemple que personne ne connaît. Sous l'empire de la loi de 1905, il existe aujourd'hui dans la République un pouvoir d'objection de la part du gouvernement chaque fois que le pape nomme un évêque à la tête d'un diocèse. Voilà, vous ne le saviez pas. Eh bien maintenant, bien sûr, je le savais. Vous le savez, c'est très intéressant. Je ne pourrais pas le chanter tous les matins. Voilà, non, mais c'est très intéressant parce que le gouvernement ne l'utilise en général pas, sauf une fois depuis la Seconde Guerre mondiale, mais ça existe. C'est-à-dire qu'avec la loi de 1905... Vous voulez que ça existe aussi avec la nomination on peut se poser ces questions, de labellisation des mosquées et des imams. Et la question de leur formation deviendra dès lors un sujet posé un peu différemment. Finalement, vous n'êtes pas très loin. Est-ce que pour vous, la France sans les musulmans ne serait pas la France ? Mais la question ne se pose même pas, comme la France sans les Juifs ne serait pas la France, mais il faut que les musulmans, aujourd'hui, qui représentent la deuxième religion de France, trouvent leur place dans la République et dans la nation. Ça veut dire aussi que chacun doit faire un effort pour s'adapter à la culture, à la civilisation, au mode de vie
Très bien. Voilà. Mais c'est un débat et on en parle de plus en plus, et même au moment des départementales, des élections régionales. Oui, parce que c'est devenu un énorme sujet. Si nous voulons pouvoir vivre ensemble, il faut que chacun trouve sa place. Et trouver sa place, ça demande de la part de chacun des efforts, dans le respect de tous, mais quand même des efforts. Nous vivons, je finis, dans une ère de civilisation judéo-chrétienne, même quand on ne croit pas. Je le sais, ça aussi. Voilà, même quand on ne croit pas, eh bien, il faut composer avec ce mode de vie, cet héritage de civilisation. Voilà. 4 députés, un socialiste, un UMP, des centristes, etc., viennent d'aller de leur propre chef à Damas. Ils ont été reçus par Bachar el-Assad, avec lequel ils recommandent de renouer le dialogue. Est-ce qu'il faut les sanctionner ? Mais en vertu de quoi les sanctionner ? On peut être Jean-Christophe Cambadélis veut convoquer Gérard Bapt, socialiste, et le sanctionner. Oui, mais en ce moment, je trouve que le Parti socialiste est beaucoup dans la sanction. Est-ce que vous seriez allé vous-même à Damas ? Non, je n'y serais pas allé, mais je ne vois pas en vertu de quoi on sanctionnerait ces députés. Je suis en désaccord sur la démarche, sur la forme de la démarche, sur le fait d'aller le voir. Je ne suis pas en désaccord sur l'analyse de fond qui consiste à penser que nous sommes bien obligés de dialoguer avec M. Bachar el-Assad dès lors que nous avons un ennemi prioritaire qui s'appelle l'État islamique. Vous avez noté que François Fillon leur donne raison d'y être allé. Si j'avais l'occasion, j'irais en Syrie. On ne voit pas pourquoi il n'aurait pas l'occasion et qu'il ne la trouverait pas lui-même. C'est un peu différent pour un candidat à la présidentielle. Il n'y a pas non plus de diplomatie parallèle. Les députés ont jugé en tant que députés bon d'y aller. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais sur le fond, la question de la Syrie, elle est posée et on ne peut pas laisser de côté le régime de Bachar el-Assad si on veut combattre et vaincre l'État islamique, qui est la principale menace pour la paix et pour la première fois depuis le mois de janvier, le chômage a donc un peu baissé. Moins 0,5%, c'est un encouragement à poursuivre nos réformes, a dit Manuel Valls. C'est un premier signe positif. Est-ce que vous sentez, vous, Henri Guénaud, déjà un parfum de printemps ? Oh, le printemps viendra. Forcément, vous savez, après l'hiver, il y a le printemps, etc. Mais je ne vois pas le rapport entre le cycle des saisons et le chômage. Je vais vous dire ce que tout le monde vous répondra. On ne peut que se réchuir des chiffres qui viennent d'être... Si la droite obtenait les mêmes résultats, vous applaudiriez. Non, parce que tout ça n'est pas sérieux. Tout ça montre bien quelle est la nature du débat économique depuis des décennies dans notre pays. Cette obsession pour les petits rebonds statistiques, Rien n'est réglé. Le pays est dans un état dramatique. Moi, j'ai été licencié, vous vous rappelez, révoqué du commissariat du plan pour avoir dit que lorsqu'il y avait 3,5 millions de chômeurs catégorie A, comme celle dont on parle, en France, il fallait compter presque le double de gens directement concernés par les difficultés de l'emploi. Rajoutez les familles et vous avez 15 à 20 millions de personnes aujourd'hui qui sont en difficulté face à l'emploi, directement ou indirectement. Ça veut dire... Les histoires disent que Georges Pompidou, président de la République, disait la France ne supporterait pas 500 000 chômeurs aussi. Mais c'est extraordinairement destructeur de la société. Donc c'est pas 10 000 chômeurs de plus qui tiennent à la façon de compter, qui vont... il faut 1,5% de croissance pour créer assez d'emplois pour que le chômage recule. Au moins 1% de croissance. Ça fait pas deux questions. La Commission de Bruxelles a accordé à la France 2 ans de sursis jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande pour qu'elle ramène la France, son déficit, sous les 3%. De délai en délai, elle laisse du temps. Elle est sympa, la Commission. Non, alors, deux choses. D'abord, il y en a assez que les gouvernements français n'aillent à Bruxelles, l'accord de coup, que pour demander des rallonges. Ils doivent y aller avec une stratégie. Pour ça, encore faut-il avoir un mandat du peuple, ce que n'avait pas M. Hollande. Et deuxièmement, moi, je ne supporte plus la commission qui donne des leçons. Quand même, vous avez M. Moscovici en face qui vous donne des leçons de bonne gestion. Vous avez M. Juncker, qui est patron d'une grande entreprise de fraude fiscale, qui vous donne des leçons. C'est pas à la commission à décider quelles sont les bonnes réformes pour la France. Je veux dire, cette méthode-là, elle doit s'arrêter tout de suite. Il faut en finir. Non, mais il faut en finir avec l'Europe qui fonctionne de cette façon. Voilà, ça n'est pas à la Commission de dire quelles sont les bonnes réformes pour la France. C'est à la France de dire à ses partenaires quelles sont à ses yeux les bonnes réformes qu'elle doit accomplir. Si on peut aller très vite, deux remarques. Tant bien que mal, Nicolas Sarkozy est en train de rassembler l'UMP, quelques têtes d'œufs, dont vous, Emmanuel Macron, Xavier Muscat, Caroline Roux le disait tout à l'heure. On entend moins de quacophonie. Est-ce que vous lui conseillez de rester encore longtemps dans son rôle de composition ?
Je crois que c'est un rôle de plus en plus difficile à tenir. Emmanuel Mignon, j'ai dit. Oui, mais j'avais traduit, encore qu'avec M. Macron, on peut passer d'un côté à l'autre sans problème. Mais je pense ce rôle de plus en plus difficile à tenir. Moi, j'en serais pas capable. Et en tout état de cause, ça peut pas durer une éternité, parce qu'il y a un moment où tous les problèmes dont nous parlons, dont vous parlez tous les matins, doivent être mis sur la table et tranchés, doivent être tranchés dans le débat public, et ils doivent être tranchés dans les partis. Allez, donc Jean-Pierre, c'est terminé. Il faut qu'à l'intérieur de l'UMP, ces problèmes soient tranchés aussi, quitte à ce que ça divise un peu. Faut pas s'unir sur rien. Et ce sera son rôle d'ouvrir ces débats. Bientôt. Il va le faire bientôt. Je le souhaite. Henri Guénaud, merci beaucoup. Jean-Pierre Elkabbach, merci à vous d'être venu ce matin sur Europe 1.